Bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à vous accueillir tous ici à distance, mais pour ce débat de la plénière de clôture des cinquième édition des Journées de l'économie autrement, qui va se porter sur reconstruire la démocratie. Je tiens tout de suite à dire, bien évidemment, que cette cinquième édition des JEA est particulièrement dédiée à Philippe Frémaux, qui nous a quittés cet été, qui avait passé mis énormément d'énergie dans la préparation de cette édition, comme chaque année. Et nous allons remettre le prix Veblen, tout à fait en hommage à Philippe Frémaux. Vous savez que Philippe Frémaux était président fondateur de l'Institut Veblen, et donc Dominique Méda le remplace, et donc directrice de l'Institut Veblen. Ce prix, j'ai laissé Julien Alac, qui est chargé notamment du prix Veblen à l'Institut Veblen, nous présenter à la fois ce prix et puis son lauréat. Julien, je vous passe la parole. Merci Catherine pour cette introduction. C'est la seconde édition d'un prix, un prix qui récompense les mémoires qui traitent de la transition écologique. Ce prix, on le dédie à Philippe, qui était notre président et surtout ami, parce que c'est quelqu'un qui a marqué presque tous les gens qui ont pu le rencontrer par sa grande curiosité, son ouverture d'esprit et sa volonté de toujours soutenir les jeunes et le pluralisme. C'est quelqu'un qui a toujours voulu tirer vers le haut les jeunes qu'il rencontrait, qui s'intéressait à la transition, et c'était en cela qu'on voulait lui rendre hommage. Ce prix, on l'a décerné à Charles Claron pour son travail intitulé « Préserver le patrimoine naturel commun sur les terrains privés ». Notre jury, présidé par Dominique Méda, aussi présidente de l'Institut Veblen, a unanimement trouvé ce travail remarquable, et je vais laisser la parole à Dominique pour nous en dire plus. Merci beaucoup, Julien. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à mettre ma caméra, du moins la caméra ne veut pas de moi. Julien, je voudrais te remercier d'abord pour tout le travail que tu as accompli à l'Institut Veblen, hein, et dire combien je suis heureuse que nous dédions ce prix, plus généralement les Journées de l'économie autrement, à Philippe Frémaux. Philippe aurait, j'en suis certaine, apprécié les mémoires que le jury a eues entre les mains et qui abordaient des sujets très différents, mais évidemment tous relatifs à la transition écologique et sociale. Je vais citer les 6 que nous avons le plus appréciés et qui avaient en quelque sorte franchi la première étape de sélection pour vous donner une idée de la variété des sujets et des méthodes. Nous avons discuté de façon approfondie des mémoires de Léa Panzuk sur la régulation des risques climatiques dans le système financier, de celui de Fabio Greco sur la taxe carbone aux frontières, de celui d'Anouk Georges Moscovitz sur les low-tech et les mobilités du quotidien, de celui de Pascaline d'Orlodo sur les circuits courts alimentaires avec une étude de cas des producteurs fromagers namurois, de celui de Corentin Gégaud-Delacour sur les co-bénéfices des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, et enfin de celui que nous avons décidé de primer, écrit par Charles Claron, et intitulé, comme tu l'as dit, « Préserver le patrimoine naturel commun sur les terrains privés ». Le jury le récompense parce qu'il est très original, hein. Bien que conçu par un étudiant en économie, je dirais qu'il tend vers un idéal de pluridisciplinarité en s'intéressant à un sujet qui est plus souvent traité par les juristes. C'est un travail qui croise le droit et l'économie, qui mobilise Elinor Ostrom, la grande penseuse des communs, et de Commons, un auteur phare de l'économie institutionnelle. Il s'intéresse à l'intégration de l'impératif de préservation de la biodiversité sur des terrains privés. Et il part d'un paradoxe, hein. La biodiversité et les espaces naturels sont partie intégrante d'un patrimoine naturel commun et sont en même temps l'objet d'une appropriation privée. Alors, je ne sais pas si Charles est avec nous, mais on avait envie qu'il nous présente un peu plus en détail ce paradoxe et qu'il nous explique comment il proposait de le résoudre et quelles recommandations de politique publique il mettait en avant pour mieux protéger la biodiversité. Il est avec nous et on peut lui passer la parole. Charles, c'est à toi et encore bravo. Et bravo à toutes les autres candidatures qui étaient excellentes aussi. Ok, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour la reconnaissance et ce prix donc, en mémoire de Philippe Frémaux. Ça aurait été pour moi une année un peu à contre-courant que cette année 2020, puisqu'en dépit du contexte politique et sanitaire qu'on connaît tous,
En ce qui me concerne, elle aura été plutôt riche de bonnes nouvelles, puisque surtout pendant les périodes de confinement, pendant le premier confinement, j'ai obtenu ma bourse de thèse. Donc, obtenir un CDD par les temps qui courent, c'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné. Et pendant ce second confinement, je me vois là récompensé par le prix de l'Institut Veblen. Donc, une année à contre-courant, mais peut-être qu'on peut y voir une forme d'hommage, là encore, pour Thorsten Veblen comme pour Philippe Raymond. Donc, je vous remercie et je suis très ému, sincèrement ému et honoré de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors, pour dire quelques mots sur ce mémoire, effectivement, je mets en avant ce paradoxe-là et je m'intéresse aux politiques publiques qui sont mises en œuvre dans certains pays, très particulièrement en Australie, aux États-Unis et en France, pour protéger la biodiversité et les services écosystémiques sur les terrains privés. Et ces politiques publiques, elles passent à la fois par des instruments qui peuvent être des instruments coercitifs ou limitatifs, donc des interdictions, pour le dire simplement, mais de plus en plus, elles passent par des formes d'incitation où on va chercher à accompagner les citoyens et les propriétaires, en tout cas, dans des formes de gestion plus respectueuses de l'environnement de leur terrain. Et dans ce mémoire, je m'attarde sur un dispositif qui est tout récent en France et qui est un peu moins dans les pays anglo-saxons, qui sont les obligations réelles environnementales ou les servitudes de conservation et qui permettent à un propriétaire privé de passer un contrat avec une agence publique ou une collectivité locale pour s'engager dans une gestion respectueuse, donc je le disais, des propriétés naturelles de son terrain et s'engager non seulement lui, mais engager les propriétaires successifs de ce terrain pendant la durée définie au contrat, qui peut aller jusqu'à 99 ans. Donc, bon, je sais que le temps qui m'est imparti est assez court, donc j'en dirai pas plus et j'invite ceux que ça intéresse à lire ce document et n'hésitez pas à me contacter pour échanger avec moi à ce sujet-là. Merci. Est-ce que je peux terminer par quelques remerciements rapidement, simplement pour l'équipe encadrante qui m'a aidé pendant ce travail dans des conditions pas faciles, puisque nous étions tous confinés à distance. J'adresse des remerciements particuliers aussi à Rolf Levrel qui m'a témoigné sa confiance dès octobre 2019 pour monter un projet de thèse et donc thèse que je vais attaquer en mettant du cœur à l'ouvrage dès janvier prochain. Et pour terminer, des remerciements tout particuliers à ma famille qui m'a bien soutenu pendant cette période-là aussi. Et donc je souhaite dédier ce prix à la mémoire, cette fois, de ma grand-mère qui nous a quittés pendant que je rédigeais ce manuscrit. Voilà. Marie-Françoise, paix à ton âme. Merci beaucoup Charles pour cette présentation et ces paroles très, très émouvantes de fin. Je salue notre collègue et amie Aurore Laluc qui est là avec nous et qui est également à l'origine de ce prix. Donc on aura une nouvelle édition du prix Veblen l'an prochain. On va intensifier notre politique de diffusion vers les universités et les écoles. D'ailleurs, je me réjouis que celle-ci développe de plus en plus des cursus proprement consacrés aux questions écologiques. On voit en ce moment un peu partout l'expression de plus en plus pressante des étudiants pour que le contenu des enseignements change et intègre ces questions-là. À titre d'exemple, on vient de mettre en place à Dauphine un cours obligatoire pour toutes les étudiantes et les étudiants en première année de licence sur les enjeux écologiques du XXIe siècle. Donc, je vous donne à toutes et tous rendez-vous l'an prochain pour cette nouvelle édition. Merci, bravo encore. Merci beaucoup et félicitations à Charles Claron. Merci Dominique. Je vais donc, nous allons pouvoir démarrer le débat de cette plénière de clôture, Construire la démocratie, que j'ai le plaisir d'animer. Alors, j'aurais dû le co-animer avec Philippe Frémaux, comme chaque année, et nous l'avons préparé ensemble. Donc, encore une fois, je suis très émue de l'animer et je vais faire au mieux pour non pas le remplacer, mais l'animer sans lui. C'est un thème auquel il tenait énormément et je pense que le thème de la démocratie et du besoin de démocratie a ressurgi à la faveur de la crise sanitaire et bien évidemment de la crise économique très sévère qui a suivi. Nous allons débattre de ce sujet avec nos trois intervenants. Donc, Dominique Méda, donc je crois Dominique a un problème de caméra, mais Dominique est là. Donc, Dominique
professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine et directrice donc de l'Institut Veblen, comme présidente, seulement présidente, mais directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO. Je ne me trompe pas. Bon, d'accord, très bien. Et donc, Laurent Berger, qui est là aussi avec nous, syndicaliste et secrétaire général de la CFDT. Et enfin, Philippe Jachan, président du mouvement associatif et président de Coordination Sud. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Je rappelle que vous pouvez poser des questions. Vous avez un onglet questions. Nous allons commencer par une présentation de chacun des intervenants, mais assez rapidement, nous souhaitons vous faire participer au débat et grâce à cet onglet questions, vous pouvez poser vos questions que je poserai pour vous ou que les intervenants pourront regarder également s'ils veulent réagir à l'une ou à l'autre. Et enfin, j'annonce dès maintenant qu'à la fin de cette plénière de clôture, nous aurons un banc bourguignon autrement. Je ne vous en dis pas plus, nous verrons ça à la fin du débat. On démarre tout de suite sur ce thème de reconstruire la démocratie. Et Dominique, je vous passe la parole tout de suite pour votre avis sur les enseignements majeurs que l'on peut tirer de cette crise sanitaire sur ce besoin de démocratie et dans quel domaine ce besoin est-il le plus criant? Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Catherine, vous aviez choisi ce titre avec Philippe, qui m'avait parlé au printemps et cet été des aspects logistiques de ces journées. Ce qui était extrêmement plaisant avec Philippe, c'est qu'il était toujours très attentif à l'ensemble des conditions de fonctionnement et de réussite d'un événement, pas seulement à la théorie. Mais on avait peu discuté du fond, finalement. Philippe, c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement pessimiste. Il croyait à la puissance de l'analyse et du raisonnement. Il ne se laissait pas emporter et il croyait fondamentalement dans notre capacité à construire des causes communes et à agir. Donc, il avait bien une idée derrière la tête, avec ce souhait de nous faire réfléchir sur l'urgence et sur la manière de reconstruire la démocratie. Et je trouve que c'était vraiment particulièrement bien choisi parce qu'il avait déjà devant les yeux de nombreux événements qui, en quelque sorte, qui montraient la puissance des attaques dont est victime la démocratie. Il connaissait, par exemple, parfaitement l'incroyable financiarisation de nos sociétés, la captation des richesses par quelques-uns, l'aggravation des inégalités, les travailleuses et les travailleurs trop souvent réduits à n'être que des pions, mais il n'avait pas tout vu. Il n'avait pas encore vu les dénégations de Trump pendant les dernières élections américaines, le déchaînement des violences policières et la loi sur la sécurité globale contre laquelle un certain nombre d'entre nous ont été manifestés cet après-midi, ou l'ampleur des inégalités sociales révélées et aggravées par la crise sanitaire. Alors, est-ce qu'on a touché le fond? Moi, je voudrais essayer de défendre l'idée suivante que je vous propose. De même que c'est en plein paupérisme, en 1830-1840, en plein paupérisme et à cause du paupérisme, qu'ont été développées au XIXe siècle les plus belles théories sur ce que devait être une organisation du travail juste, et qu'a émergé finalement cette fabuleuse institution qui est l'État social. Cet État social dont les concepteurs de la sécurité sociale disaient qu'il devait permettre de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain. Je cite un exposé des motifs de l'ordonnance qui crée la sécurité sociale en 1945, à débarrasser les travailleurs de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Eh bien, de même, donc, les déchirements de nos sociétés dus à la révolution industrielle ont été à l'origine de l'État social, de même que peut-être que la crise que nous traversons actuellement, la crise sanitaire, la crise des libertés publiques, peut constituer une opportunité pour reconstruire notre démocratie. Il me semble qu'on peut d'ores et déjà tirer 2 enseignements majeurs de la crise sanitaire. Petit 1, elle a révélé et aggravé les inégalités sociales dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour la démocratie.
Déjà, avant la crise de la Covid, il y a une partie de nos concitoyens qui avaient manifesté le sentiment d'être maltraités dans notre pays et de ne même plus disposer des moyens suffisants pour vivre. Et les études les plus sérieuses ont montré que les inégalités et la pauvreté avaient augmenté en 2018, en particulier en raison des politiques fiscales mises en œuvre. Et la crise sanitaire, elle a redoublé ces inégalités. On sait que ce sont les personnes habitant dans les logements les plus exigus, ayant les plus bas revenus et exerçant certains métiers qui ont été les plus affectés par le virus. Hein. Et le lien entre la vulnérabilité au virus et les comorbidités comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, qui sont pour la plupart des productions sociales, hein, qui sont des résultats des dysfonctionnements de nos politiques. Ce lien, il est désormais fermement établi, par exemple par les enquêtes, je cite 2 grandes enquêtes, Coconel et Epicov, dont les résultats sont vraiment passionnants. Donc, on a insuffisamment investi dans les politiques de prévention, de santé publique, et je dirais globalement dans l'égalité. Et c'est ce que nous montre cette crise. Et puis, deuxièmement, il me semble qu'on doit considérer cette crise sanitaire comme un coup de semonce. Elle a mis en évidence l'impréparation de nos sociétés, son incapacité à faire face à des chocs majeurs en préservant l'intensité démocratique de la prise de décision. Et alors même que les manifestations de la crise écologique risquent d'être beaucoup plus graves, avec des pénuries, la destruction de nos réseaux de communication, nos capacités de production, des migrations climatiques massives, des parties de la population frappées à l'aveugle, on doit mettre en place les institutions qui nous permettront de faire face à ces défis sans recourir à des politiques autoritaires et à une restriction des libertés publiques. Donc, la thèse que je voudrais défendre, il me reste 4 minutes, c'est que la crise sanitaire, peut-être qu'elle constitue aujourd'hui une opportunité, non seulement pour approfondir la démocratie politique, mais aussi la démocratie économique. La démocratie politique, on sait à peu près tout ce qu'il faut faire. Hein. Il faut redonner toute sa place au Parlement. Il faut cesser de faire prendre des décisions absolument structurantes par le biais d'amendements, parce que ça permet d'éviter les consultations préalables, le débat parlementaire approfondi et les études d'impact. Ça devient une habitude. Hein. Je pense par exemple à la loi sur la programmation de la recherche et aux mesures qui ont été introduites nuitamment au Sénat. Bref, on a tout un ensemble de réformes à engager pour reconstruire notre démocratie. Il y a beaucoup de propositions sur la table. Je pense à celle de Dominique Rousseau ou de Julia Cagé. Mais il nous faut aussi innover en matière de démocratie économique. Je pense que c'est le moment. Parce qu'avec la crise sanitaire, on a constaté la béance entre l'utilité sociale et la hiérarchie des salaires. Les travailleurs qui sont allés au travail sans protection pendant le premier confinement, c'était aussi ceux qui exerçaient les métiers les moins bien payés. Donc, on doit non seulement promouvoir une politique d'augmentation des bas salaires, de révision des classifications, de resserrement de l'éventail des salaires, de mise en place d'un revenu minimum unique et un renforcement de la progressivité des impôts, mais aussi dans la sphère même du travail, dans toutes nos organisations, redonner de l'autonomie et du pouvoir aux travailleurs. Hein. Il me semble que le temps est venu, comme le proposait le politologue Robert Dahl en 1985, presque au même moment où Jean Auroux proposait de déployer la citoyenneté au sein des entreprises, de rendre démocratiques les organisations de travail. C'est ce qu'on a proposé en mai dernier avec 11 de mes collègues dans une tribune qui a été signée dans le monde entier par plus de 6000 universitaires, publiée dans 40 journaux de 33 pays. Ce texte, il était intitulé « Manifeste travail démocratisé, démarchandisé, dépollué ». C'est désormais un livre et il propose que l'entreprise ne soit plus exclusivement gérée dans l'intérêt des actionnaires, mais que les investisseurs en travail disposent des mêmes pouvoirs que les apporteurs de capitaux. On se doute qu'un certain nombre de décisions actuellement seraient très différentes si elles s'étaient prises de cette manière. Je ne dis pas qu'elles seraient parfaites, mais elles prendraient en compte l'intérêt des salariés, pas seulement celui des actionnaires, sans doute aussi celui des consommateurs, parce que les salariés sont aussi des consommateurs. Et je pense que cette mesure, elle constitue une condition absolument nécessaire pour mener à bien la reconversion écologique, parce que cette reconversion écologique, elle va entraîner de nombreux mouvements d'emploi. On doit l'accompagner, l'anticiper, et ça ne peut pas se faire sans une implication et une participation à la décision massive de la part des salariés. Voilà, il me semble que cette double reconstruction de la démocratie politique, économique et sociale peut constituer un magnifique programme pour tous ceux qui ont envie d'être candidats aux prochaines élections.
Merci beaucoup, Dominique. Laurent Berger, je vous passe tout de suite la parole. Je rappelle juste à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent poser des questions qu'on prendra dès la fin de l'intervention de Laurent Berger et de Philippe Jachan. Voilà, et vous pourrez, ce sera une façon de dialoguer avec eux. Laurent Berger. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que la caméra me fait les mêmes petits malheurs qu'à Dominique Méda, donc c'est pas très grave du moment qu'on puisse s'entendre. Évidemment, je suis ravi d'être avec vous. C'est quand même assez incroyable que Philippe Frémaux et vous-même, Catherine, ayez prévu le thème de la démocratie en cette journée de clôture des JEA et dans cette journée où finalement tant de monde manifeste un peu partout en France, pas simplement à Paris, je tiens à le dire, pour en défendre les valeurs et les principes. Et là encore, c'est sans doute les les clins d'œil permanents que Philippe était habitué à nous faire aux uns et aux autres lorsqu'on travaillait ou on avait des relations amicales avec lui. Donc évidemment, on pense à lui, moi je pense à lui aussi, et je tenais juste à le dire parce que même s'il nous avait promis de ne pas faire un hommage perpétuel pendant ces JEA, il avait insisté là-dessus. Je crois qu'évidemment, on est tous un peu émus aujourd'hui. Juste pour enchaîner sur ce que vient de dire Dominique, parce que je vais commencer par là et j'élargirai mon propos. Moi, je crois que effectivement, et c'est d'ailleurs une campagne qu'on est en train de mener avec la Confédération européenne des syndicats à l'instant même, enfin, dans ce mois-ci qui s'appelle Démocratie en entreprise. Je crois que la question du partage du pouvoir au sein de l'entreprise, ce que nous on appelle une codétermination à la française, est effectivement une idée extrêmement pertinente et une idée à pousser. C'est quoi, de notre point de vue? C'est un partage de la gouvernance, par la reconnaissance qu'il y a dans l'entreprise deux parties constituantes, que sont le capital et le travail, et qu'ils doivent, dans les instances de gouvernance, être à égalité. Mais c'est aussi la reconnaissance qu'au sein de l'entreprise existent des intérêts contradictoires. Et ces intérêts contradictoires, ils sont dans l'exercice du travail, dans l'exercice des droits, et qu'il y a besoin d'un dialogue social pertinent à travers des instances de représentation du personnel. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que la démocratie en entreprise se limitera à partager la responsabilité de l'entreprise. Je crois qu'elle sera, il faudra pousser, il faudra qu'elle se conjugue avec deux autres éléments, dont celui-ci, c'est-à-dire la capacité à ce qu'on rééquilibre le rapport de force défavorable aux travailleurs dans une entreprise, tout simplement parce qu'on signe un contrat de travail qui nous met en position de subordination à un moment donné. Et il y a besoin de rééquilibrer ce pouvoir avec du contre-pouvoir, ce pouvoir de l'entreprise, de l'employeur. Et tout simplement, ça se passe aussi dans le dialogue social, sur la question du travail, sur la question de la stratégie économique, sur la question de la qualité de l'emploi, etc. Puis le troisième élément pour nous qui est extrêmement important, c'est la capacité à ce que les travailleurs puissent avoir un droit d'expression sur les situations qu'ils vivent. C'est-à-dire un espace de parole sur leur travail parce qu'ils sont les plus à même et de le faire évoluer et de lui donner du sens et d'avoir une parole, une vision sur ce que doit être l'organisation de ce travail. Voilà ce qui est pour nous, dans le prolongement de ce que disait Dominique, l'évolution démocratique qu'il faut faire dans l'entreprise. Et je suis parti de l'entreprise parce que finalement, c'est un peu le même sujet qui est posé dans la société tout entière. Je disais tout à l'heure, on est dans une journée où on défend les valeurs et les principes d'une démocratie, de la République, parmi lesquels évidemment la liberté d'expression, mais aussi la liberté de la presse. Eh bien, c'est quoi une démocratie? Et elle doit, de mon point de vue, reposer dans son fonctionnement sur ces trois principes. Ces trois principes, c'est d'abord partager le pouvoir. Et on voit bien combien aujourd'hui la verticalité du pouvoir est une forme d'impasse, parce qu'elle ne prend pas en compte ce qu'est l'épaisseur de la société. Quand je dis épaisseur de la société, c'est-à-dire cette complexité qui fait que se confrontent des situations, se vivent des situations extrêmement diverses avec des intérêts contradictoires. Le deuxième élément, c'est qu'on le voit bien, quand on veut se passer de la société civile, j'imagine que mon ami Philippe dira à peu près la même chose après,
Cette société civile, c'est quoi? Ce sont des acteurs syndicaux, des acteurs associatifs, aussi, d'une certaine manière, si on élargit à ce qu'on appelle proprement les corps intermédiaires, ce sont des élus locaux. Eh bien, il n'y a pas de gouvernance dans une démocratie qui soit forte, qui soit au sens forte d'efficace, juste, si on ne prend pas en compte tous ceux qui font vivre cette démocratie au quotidien. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce confinement, et moi je partage totalement ce qu'a dit Dominique, il y a une progression, enfin en fait, je sais pas, il y a une progression des inégalités, il y a aussi une mise en lumière de ces inégalités qu'on dénonçait depuis longtemps, notamment dans le collectif qu'on constitue avec Philippe, avec le mouvement associatif et quelques autres qui s'appelle Pacte du pouvoir de vivre. Ça fait plus longtemps maintenant qu'on dit, qu'on met le doigt sur ces inégalités qui minent le pacte démocratique qui est le nôtre. Et la période de crise sanitaire qu'on traverse, elle les fait exploser d'une certaine manière. Mais si certains, et je crois que certains les découvrent, ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont engagés au quotidien dans le monde du travail, dans le secteur associatif, etc. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, une démocratie, c'est la capacité que des citoyens, que des travailleurs se réunissent autour d'une cause, autour d'intérêts partagés, de valeurs partagées, de valeurs communes, pour pousser des idées, pousser des propositions. Et on voit bien combien les démocraties qui font l'impasse, et c'est un peu le cas de la nôtre aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas partout en Europe, eh bien, ces démocraties qui font l'impasse sur cette société civile organisée s'appauvrit et tombe dans des risques, sinon autocratiques, pour ne pas être dans l'outrance, en tout cas dans une verticalité du pouvoir qui finalement fait de ce pouvoir une impasse en termes de solutions. Puis le dernier point, je crois qu'on ne fera plus jamais l'économie de redonner la parole aux citoyens, de redonner la parole aux travailleurs dans une entreprise. Et ça percute évidemment ceux qui gouvernent, ça percute aussi les acteurs sociaux. C'est-à-dire que moi, je crois fondamentalement qu'il faut redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Il faut redonner des marges de manœuvre. C'est aussi une certaine vision de l'émancipation. Et que notre démocratie, elle est parfois un peu victime d'un sentiment que finalement, on aurait tout à attendre d'autres, alors qu'on peut, et moi je crois qu'à ce moment où le fait collectif est un peu plus menacé, les confinements successifs, ça menace le fait collectif, ça menace l'action collective, eh bien je crois qu'il faut qu'on redonne du goût à cette action collective, qu'on redonne du goût à du débat qui soit du débat qui intègre la complexité. On a beaucoup parlé de Philippe. Philippe, il était l'illustration de la prise en compte de multiples dimensions qui traversent un sujet. Si on prend la question de la transition écologique, pour avoir beaucoup discuté avec lui, ça implique beaucoup de sujets, le sujet social, le sujet de l'investissement, le sujet économique. Eh bien, c'est la capacité, je crois, à intégrer les complexités et à reconnaître l'importance du débat, l'importance de la nuance, l'importance du désaccord, l'importance de la controverse, qui fait qu'on pourra, je crois, reconstruire finalement à la fois non seulement un pacte social, une société beaucoup plus juste, une société beaucoup plus inscrite dans une radicalité dans la transition écologique, dans des choix radicaux qu'il faut vite opérer, mais qui sera aussi une capacité de reconstruire un peu une démocratie qui est quand même mise à mal. Et moi, je tiens à le dire, elle est mise à mal évidemment par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai ces jours-ci. Elle est aussi mise à mal parfois sur une caricature des débats, une absence de nuance qui finalement nous empêche de chercher les solutions et nous fait pas reconnaître à vivre qu'il y a des tensions qui traversent la société, qu'elles sont normales ces tensions et qu'on n'a pas forcément à les nier, mais au contraire à les faire vivre dans un pacte démocratique et dans un respect démocratique. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent Berger. Vous avez l'occasion, de toute façon, de compléter tout à l'heure en répondant aux questions. Je vous passe tout de suite la parole, Philippe Jachan. Donc, il y a cette question qui a été abordée de la qualité du débat démocratique et de ce qui devrait être fait, mais aussi de la verticalité du pouvoir. Et est-ce qu'il y a aussi un besoin de démocratie plus horizontale, plus de co-responsabilité au sein des mouvements associatifs et des acteurs associatifs que vous connaissez bien? Très bien.
Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, oui, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à Philippe Frémaux aussi, comme tout le monde ici, et le remercier aussi de m'avoir proposé de ce débat et de conclure. Et je pense effectivement à la lucidité qui a été la sienne et la vôtre de choisir ce sujet, même si j'ai envie de dire que le sujet démocratique, malheureusement, remonte déjà à quelque temps. C'est-à-dire que s'il connaît aujourd'hui un débat, une tension particulière, ça fait quelques années que le climat démocratique se dégrade et qu'on le voit élection après élection. Il ne faut pas oublier les 20 dernières années, ce qu'on a vécu en termes de séquences électorales, et notamment la dernière en 2017, et à chaque fois les signaux que cela nous a envoyés. Je pense qu'il y a aussi, dans les constats qui ont été largement partagés, évidemment, celui peut-être d'un sentiment général qui s'appuie sur des réalités je dirais, désenchantement d'une partie des citoyens et de la population, la fin d'un certain rêve de progrès, on va dire, qui a été incarné au siècle précédent et qui a touché à ses limites, notamment environnementales, et puis, d'une certaine façon, la difficulté à faire émerger de nouveaux horizons. Et ça, c'est quelque chose qui pèse évidemment sur le débat social. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a probablement aussi la réalité d'un éloignement qui s'est fait de manière régulière des lieux de décision, alors que ce soit au niveau politique, mais aussi dans l'entreprise. La financiarisation de l'économie, la globalisation dérégulée telle qu'elle a été vécue, là aussi depuis 20 et 30 ans, fait que les citoyens ont le sentiment de ne plus avoir le contrôle de quoi que ce soit. Et le bulletin de vote, d'une certaine manière, ne leur permet plus de peser sur les décisions et sur leur propre destin. Et ça, tout ça, évidemment, est à prendre en compte, et je pense que tous les éléments qui ont été exposés juste avant vont dans ce sens. Il faut aussi regarder le paradoxe dans lequel on est, c'est-à-dire à côté de cette situation, je dirais, de désenchantement par rapport aux institutions démocratiques qui sont les nôtres, à leur capacité à changer les choses dans leur fonctionnement traditionnel, ou à la vie en entreprise, pour le dire comme ça, il y a aussi, à l'inverse, une force d'engagement dans la société qui est réelle et qui ne se dément pas. Et du côté associatif, on le voit depuis les 20 dernières années aussi. Il y a un accroissement, par exemple, régulier de la création associative dans le pays, un accroissement de l'engagement et du nombre de bénévoles dans le pays, une demande d'engagement, notamment des jeunes générations. En France, elle est très forte. Et donc, ce sont autant de signaux que, d'une certaine manière, il y a une soif de citoyenneté qui est réelle. Et je pense que c'est ce paradoxe-là qu'on vit, c'est-à-dire il y a plus cet engagement-là ne trouve pas aujourd'hui les espaces d'expression dans les canaux classiques institutionnels et probablement pas dans l'économie, dans les modes d'économie aussi classiques ou capitalistes qui a dominé depuis de nombreuses années. Donc, ça pose évidemment les questions des transformations qu'il nous faut mener de ce point de vue-là. Nous, il nous semble, par rapport à ça, peut-être 3 enjeux qui me paraissent évidemment qui me paraissent importants à mettre en lumière dans ce constat. Le premier, c'est que l'engagement et la force d'engagement seul ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il nous paraît fondamental qu'elle puisse se faire et s'organiser dans des lieux collectifs où l'engagement s'organise et c'est évidemment le rôle premier de la vie associative. C'est-à-dire c'est le lieu où on fait collectif et on apprend à construire et à partager son engagement avec celui des autres. Et c'est essentiel aujourd'hui pour éviter le délitement social, de pouvoir recréer, je dirais, de reconstruire du collectif par le bas. Et voilà pourquoi il nous paraît essentiel
que dans la réflexion sur une redynamisation de la démocratie, il faille aussi intégrer pleinement la question associative et de l'investissement et de faire de la question du développement associatif, c'est-à-dire de la capacité à se mettre en association et la capacité des citoyens à s'associer les uns et les autres autour d'enjeux communs et de l'intérêt général, d'en faire un sujet de politique publique. Aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas de politique de soutien à cette capacité qui soit à la hauteur de l'enjeu. Le lieu de la première formation citoyenne, c'est celui-là. Puis le deuxième enjeu, je pense, c'est celui de la réinvention, effectivement, de l'action publique telle qu'elle est menée. Vous avez parlé, effectivement, d'enjeux de l'horizontalité. Je pense qu'il faut arriver à allier horizontalité et verticalité, c'est la logique de représentation et logique de participation, de manière beaucoup plus forte qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça se fait dans beaucoup de collectivités territoriales. Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences extrêmement intéressantes dans nos grosses communes, mais qui, d'une certaine manière, s'assoient sur un principe que j'appellerais de co-responsabilité. Être co-responsable, ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes responsabilités, mais nous sommes co-responsables de la chose publique et donc élus avec les citoyens et les corps constitués, arriver à fonder une élaboration de la politique publique de manière beaucoup plus participative, beaucoup plus horizontale, autour d'enjeux de co-construction, de concertation, de co-élaboration, voire de co-évaluation. Ça vaut aussi pour le processus d'élaboration de la loi. Quand on voit aujourd'hui la manière dont la proposition de loi sur la sécurité nationale a été menée dans une forme précipitée, sans parler des contenus, sans concertation, sans étude d'impact, je pense qu'on est exactement dans la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Et il me semble qu'il faut laisser absolument la fabrication de la loi éloignée de toute précipitation et de toute émotion. Et en ce sens, je pense que de ce point de vue, nous avons beaucoup à faire en matière d'action publique et d'horizontalité, effectivement, de l'action publique. Il faut pouvoir associer et les citoyens et les corps constitués, et peut-être qu'on pourra en reparler. Il y a beaucoup d'expériences, notamment au CESE, qui ont été menées récemment à ce sujet, qui sont intéressantes aussi à explorer. Le dernier point, et j'en terminerai par là, c'est évidemment l'enjeu de l'extension de la démocratie à l'économie, comme dirait Polanyi, et qui, pour le citer toujours, est essentiel pour que les lois du marché seules ne vident pas la citoyenneté de tout son sens. C'est le sujet qui a été abordé juste avant. Il est évidemment essentiel. Moi, je voudrais ici en profiter pour justement pointer les formes d'économie sociale et solidaire qui sont construites sur cette base-là, et donc effectivement la responsabilité de nos mouvements, de l'économie associative et de l'économie sociale et solidaire par extension, à être ce lieu justement où on continue à permettre à la participation citoyenne, à l'engagement citoyen, à prendre sa part pleine à l'économie et à la fabrication de services, je pense, complémentaires de l'action publique, sans être privatisés à des fins lucrative. Et donc cette économie-là, aujourd'hui, me semble être d'une modernité qui nous faut absolument reconnaître et remettre au cœur du débat public et d'un futur, en tout cas lui donner l'accès et le portage politique qu'elle mérite, parce que je pense que c'est effectivement là qu'il y a des formes d'organisation et d'expérimentation qui répondent justement à cette question-là. Voilà, ça ne signifie pas que tout se fait bien, mais je pense qu'on a les éléments statutaires et les éléments d'organisation qui doivent nous permettre justement d'apporter des réponses à ces questions-là et pour faire justement entrer pleinement la question démocratique dans l'économie. Voilà peut-être rapidement ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Philippe Jachan. On prend les questions, il y en a énormément. Je vais essayer un petit peu les regrouper. Il y en a donc pour lesquels il y a beaucoup de suffrages, si je puis dire. Ça doit relayer des questions que beaucoup de personnes se posent. J'en cite une de Jean-Michel. Comment investir les travailleurs dans les gouvernances de l'entreprise sans tomber dans la dérive à l'allemande où les syndicalistes deviennent trop proches des actionnaires? Une question pour Monsieur Berger. À la CFDT,
estimez-vous avoir une autonomie parfaite et indépendante pour négocier avec le gouvernement? Et la question est valable également pour l'ensemble des partenaires sociaux. Donc la question, je vous la pose peut-être en premier, Monsieur Laurent Berger, si vous souhaitez répondre. Oui, il y a beaucoup d'autres. pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on a une autonomie parfaite? Je crois qu'on fait la démonstration à peu près tous les jours que l'autonomie vis-à-vis d'un gouvernement, c'est lorsqu'on n'est jamais gêné pour lui dire ce qu'on a à dire. Et sur, par exemple, la période actuelle, je crois avoir une parole suffisamment audible, ou sur les périodes passées pour ne pas être soupçonnable d'être pendant. Vous savez, je ne l'ai pas dit, mais dans la dérive démocratique, il y a aussi une crise dans les institutions. Et cette crise dans les institutions, c'est parfois la défiance. La défiance qui fait que, par exemple, on considère que telle association ne serait pas finalement totalement légitime, telle organisation syndicale, ou que même tel ou tel média serait dérangeant, voilà, ou alors ne serait pas totalement comme il faut. La CFDT, elle est totalement indépendante. Ses décisions, elles sont prises par ses militants, et donc là-dessus, pas de souci. La question sur le risque de la gouvernance, c'est pour ça que ce que nous, on appelle la codétermination à la française, c'est la continuité d'un dialogue social qui confronte des intérêts au-delà de la seule gouvernance. Sur l'exercice du travail, sur l'exercice des droits, la situation en termes de droits pour les travailleurs, etc. Parce que, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure sur l'économie sociale, moi j'étais salarié de l'économie sociale, représentant syndical dans une structure de l'économie sociale. Cette structure de l'économie sociale, elle était objectivement dans sa gouvernance assez démocratique, mais elle était posée quand même des questions de conflits, de logique assez normaux, enfin assez classiques, entre un employeur qui avait sa vision propre et des salariés qui avaient leur droit à faire valoir dedans. Et donc, si on veut éviter la dérive allemande, faudrait décliner la dérive allemande, parce que ça a aussi des intérêts que mauvais. Le seul problème, c'est là où il n'y a pas de codécision en Allemagne, c'est là où ça pose problème pour les travailleurs souvent. Mais pour autant, il y a une forme en tout cas d'insatisfaction en ce qui me concerne avec le modèle allemand, tout simplement parce qu'ils ne font pas vivre correctement les deux autres dimensions, c'est-à-dire l'espace de parole, une part d'autonomie des travailleurs sur leur travail eux-mêmes, et puis, deuxièmement, la confrontation organisée par des instances de représentation du personnel du conflit de logique, du conflit d'intérêts qui est inhérent au monde du travail. Merci beaucoup. On a donc des questions qui portent sur le fonctionnement de la démocratie avec l'article 49.3. A-t-il vraiment sa place dans une véritable démocratie? Est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer également les pouvoirs du gouvernement? Et concernant le Conseil économique, social et environnemental, ne devrait-on pas donner un rôle plus important au CESE en donnant un avis contraignant dans l'élaboration des lois? Donc, il y a d'autres questions que je poserai ensuite. Qui souhaiterait répondre? Peut-être Philippe Jachand dans un premier temps. Oui, excusez-moi, le temps de mettre mon micro. Alors, vous aviez plusieurs questions en une. Je vais répondre plutôt à la question relative au CESE. C'est un vrai sujet. Nous, ce qui nous paraît, en tout cas, aujourd'hui très insuffisant, c'est l'association à la fabrication de la loi du CESE et de la société civile organisée de manière générale. Effectivement, ce sujet-là est un sujet essentiel. On ne peut pas se suffire d'un point de vue strictement consultatif. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui, on ne peut plus se suffire de ça. Alors, est-ce que ça doit être contraignant
je pense que la question, c'est comment, dans un processus de fabrication de la loi, ou de toute décision publique d'ailleurs, les points de vue de la société civile, et a fortiori quand ils ont fait le fruit d'un consensus, parce que c'est le travail effectivement que le CESE permet aujourd'hui, sont pris en compte, c'est-à-dire intégrés dans le processus. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, vous avez ça n'est le cas que lorsqu'on est sur des lois de programmation que le CESE est obligatoirement saisi. Pensant que c'est insuffisant. Et il y a très peu de garanties, très peu de retours, par exemple, qui sont faits à l'Assemblée sur les points de vue qui ont été les siens. Donc nous pensons que les rapporteurs, par exemple, des avis devraient être beaucoup plus associés à la fabrication de la loi, être entendus, être intégrés, être auditionnés de manière systématique, que le gouvernement doit venir rendre compte de façon plus régulière à l'Assemblée. Voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont à améliorer de ce point de vue-là dans l'articulation entre la troisième chambre et les deux autres, et avec l'exécutif, évidemment. Donc c'est une des pistes, bien sûr, pour faire en sorte que la société civile organisée, d'une certaine manière, prenne sa pleine part dans la fabrication de la loi. Merci beaucoup, Philippe Jachan. Je lis une question, une proposition question donc de François. Gardons le Sénat comme chambre des territoires qui pourrait être réformé et mutons le CESE en centre permanent de citoyens tirés au sort mais volontaires, entouré de tous les experts voulus et renouvelés. À quelle fréquence? Peut-être on pourra revenir sur cette question après. Je veux bien dire un mot, si je peux me permettre. Très bien. Moi, je suis persuadé que la question démocratique sera un des sujets majeurs de 2022. Je suis intimement persuadé que ce sera un des sujets centraux du débat public et du débat politique. Mais je crois que ce serait une profonde erreur pour ceux qui pensent qu'il faut renouveler la démocratie, qu'il faut réduire les inégalités, qu'il faut réécouter, de le placer sous l'angle institutionnel. La question du 49.3, la question des pouvoirs du gouvernement, la question du rôle du Sénat, etc., tout ça peut être posé. Mais je crois que si on veut porter une vision, j'ai envie de dire, nouvelle de la question démocratique, et une question qu'on a, une façon de la poser qu'on attend plutôt de la gauche, si je peux me permettre, eh bien, c'est sous l'angle exercice du pouvoir et exercice des responsabilités. C'est-à-dire comment on relance l'écoute des citoyens, comment on relance l'éducation populaire, qui est aujourd'hui un des vecteurs des plus puissants de la démocratie. Comment on partage le pouvoir, comment on met fin à cette précarité démocratique qui, en gros, considère qui en gros, donne rendez-vous tous les 5 ans aux citoyens et, entre-temps, prend pas beaucoup de cas pour les considérer. Et encore une fois, la question institutionnelle, elle suivra après. Mais si on veut vraiment changer les choses, je crois qu'il faut le prendre sous l'angle d'exercice du pouvoir, exercice des responsabilités et de partage de cette responsabilité. Sinon, on aura des débats sans fin et beaucoup de citoyens en seront assez éloignés, je crois. Merci beaucoup. Donc, effectivement, partage du pouvoir, comme on l'a vu avec la réflexion de Dominique Méda tout à l'heure sur la démocratie en entreprise. Il y a des questions, effectivement, sur ce thème, avec une question que je vous lis, et je pense qu'elle est notamment pour Dominique Méda. Peut-on réellement, au niveau français, changer la démocratie dans l'entreprise? L'échelon national n'est-il pas pris dans une chaîne qui le dépasse largement? Dominique, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on n'entend pas Dominique Méda. Le micro de Dominique est coupé. D'accord. Ah. Alors Dominique, il faudrait actionner le micro. Cliquez sur la petite icône, parce qu'on ne vous entend pas.
Dominique, bon, sinon est-ce que Laurent Verger, vous souhaitez répondre à la question sur la démocratie? Ouais, je ne peux pas prendre le temps de Dominique, donc dès qu'elle peut parler, Dominique, si tu nous entends, tu m'interromps. Oui, c'est possible de le faire au niveau français, c'est possible, c'est mieux de le faire au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Confédération européenne des syndicats que je préside est en train de mener une grosse campagne autour de ça. Mais enfin, c'est quand même assez compliqué vu les systèmes sociaux très différents d'un pays à l'autre. Mais oui, c'est possible au niveau français si on décidait de mettre à parité les représentants du travail, comme disait Dominique, et les représentants du capital dans la gouvernance de l'entreprise, si on renforçait le pouvoir des représentants des salariés dans les conseils, comités sociaux et économiques, voilà, c'est possible. Et puis, il faudrait le faire aussi en allant plus loin sur un certain nombre de sujets. Moi, je crois que le sujet fondamental de sortie de crise sanitaire, je ne sais pas quand est-ce qu'on en sortira, ce sera le sujet de la répartition des richesses. Et ça vaudra aussi et la contribution des uns et des autres au bien commun. Mais sur la question juste de la répartition de la richesse créée, ça vaudra aussi dans l'entreprise. C'est tout à fait possible au niveau national de limiter les écarts de rémunération, d'avoir une plus grande transparence dans la fixation de la rémunération, notamment des dirigeants d'entreprise, etc. Donc, il n'y a rien qui empêche au niveau national d'aller sur ce sujet-là et d'être beaucoup plus offensif et beaucoup plus juste. Merci beaucoup. Alors, je vois que Dominique dit oui, c'est possible au niveau français, mais qu'apparemment, son micro est coupé. Donc, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Ce serait intéressant de pouvoir passer la parole à Dominique Méda maintenant. Donc, je ne sais pas si ça peut être actionné. Sinon, on va prendre d'autres questions. Peut-être Philippe Jachan également sur cette question du partage du pouvoir qui se pose aussi au niveau associatif. Pas simplement, évidemment, au niveau de l'entreprise. Dominique Méda, est-ce que vous pouvez, est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui, Dominique, on vous entend, très bien. D'accord. Bon, je suis désolée, j'ai des problèmes avec ce truc. J'avais envie de réagir sur toute une série de questions très, très vite. Sur l'Allemagne et la possibilité que l'on aille vers un vrai partage du pouvoir au sein de l'entreprise. Bien sûr, ça peut paraître un petit peu utopique, mais à un moment, il faudra bien qu'on prenne cette question vraiment à bras le corps et qu'on y aille. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui ont montré que c'était parfaitement justifié. Simplement, on vit un peu dans l'idéologie qui nous a été léguée par Milton Friedman, quand il nous dit l'entreprise, elle est là, elle a une seule responsabilité, c'est de faire du profit. Non, pas du tout. Et maintenant, de plus en plus de gens ouvrent cette boîte noire qu'est l'entreprise pour dire que quand même une des parties constituantes fondamentales de l'entreprise, ce sont les salariés, ce sont les travailleurs. Et ce qu'on propose, nous, dans notre bouquin, Manifeste Travail, c'est d'aller encore plus loin que le modèle allemand. Parce que le modèle allemand, ce n'est pas vraiment 50%. C'est 50% seulement dans de très grandes entreprises et il y a toujours une majorité qui est finalement du côté du patronat. Donc, on propose vraiment comme une sorte d'idéal régulateur, une égalité totale entre salariés et actionnaires. Et je pense que qu'on devrait mettre ça encore plus fortement, ça commence à l'être, notamment, en effet, Laurent Berger le rappelait tout à l'heure, le mettre dans le débat public. Et puis, pour répondre aussi à une question du chat et pour reprendre quelque chose, je pense que toutes ces questions, le rôle du syndicat, la protection sociale, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, on n'en parle jamais. Alors, on en parle dans des formations spécialisées, mais sinon, on n'en parle pas aux lycéens, on n'en parle pas aux gens qui ont des formations un peu classiques. C'est hyper important. Moi, mes étudiants en licence, je leur fais des cours de politique sociale, ils arrivent, ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas combien c'est les montants de la protection sociale. Quand je leur dis que la protection sociale, c'est 780 milliards, ils ouvrent des yeux ronds. Quand je leur raconte l'histoire de la sécurité sociale, ils atterrissent. Donc, voilà, on a vraiment, vraiment, vraiment des choses à reprendre. D'accord, merci beaucoup. Alors, Philippe Jachin, je vous repasse la parole sur le volet, justement, associatif, mais il y aura également une… Allez-y. Oui, merci. Je voulais effectivement revenir là-dessus et peut-être rebondir aussi sur ce qu'a dit Laurent juste avant.
la différence, alors je ne parle pas de la question des salariés, je vais y revenir, mais la question essentielle, je crois, dans l'économie sociale et solidaire et dans le monde associatif plus spécifiquement, c'est la question de la propriété de nos organisations, de nos associations, de nos entreprises. Moi, quand je suis adhérent ou que je suis dirigeant élu d'une association, je ne peux pas revendre l'association et me faire du bénéfice avec, quoi, si vous voulez. Donc, je pense que ça, c'est un point très important. C'est là où, ce sont des sociétés de personnes qui appartiennent aux personnes, aux citoyens qui les ont montées, et généralement à des fins qui dépassent l'association elle-même et qui sont des objets qui n'appartiennent pas aux adhérents. Et ça, c'est un élément très important. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que ça ne découle pas de fait sur la question de l'association des salariés, des travailleurs dans ces associations-là, dans ces entreprises. Alors, je vais parler du monde associatif plus spécifiquement, parce qu'il y a d'autres formes dans l'ESS qui vont plus loin de ce point de vue-là. Je pense, oui, qu'il y a un véritable effort à faire dans les associations en particulier pour considérer que toutes les forces, toutes les richesses humaines qui sont impliquées dans une association font partie du projet associatif pleinement, et que le projet associatif n'appartient pas uniquement aux élus et aux adhérents, comme parfois, souvent encore, on peut l'avoir dans les associations. Et donc ça veut dire que oui, nous avons un chantier et nous travaillons là-dessus. Il y a aussi des syndicats d'employeurs en monde associatif qui travaillent sur ce sujet-là. Je pense qu'il est essentiel. Il est d'autant plus essentiel parce que justement, nous sommes porteurs d'un certain nombre de valeurs en matière d'égalité et de démocratie et de participation, et que étant porteur de ces valeurs-là, on ne peut pas se permettre d'être à la traîne, je dirais, sur ce sujet. Donc ça, je le partage pleinement et je pense que c'est évidemment une responsabilité première dans le monde associatif que de faire participer pleinement l'ensemble des richesses humaines et donc des salariés en particulier à la gouvernance. Et c'est vrai que dans le monde associatif, la loi, d'une certaine manière, n'impose rien de ce point de vue-là. Donc c'est un effort à faire par les associations elles-mêmes et par le secteur associatif lui-même. Merci beaucoup. Alors je crois que Dominique Méda rencontre des problèmes de connexion à nouveau. On arrive tout doucement à la conclusion de ce débat, et on n'a pas fait le tour de tous les aspects. On n'a pas eu le temps de parler des médias, notamment, par exemple. Il y a encore de nombreuses questions, mais je vous passe donc d'abord la parole, Laurent Berger, peut-être à la fois pour conclure sur peut-être les propositions concrètes que l'on pourrait faire pour terminer ce débat avec des pistes de solutions. Et je passerai la parole ensuite à Dominique Méda si elle arrive à se connecter à nouveau. Merci, Laurent Berger. Voilà. Ça, pour une question compliquée, c'est une question compliquée. Là, pour le coup, je soupçonne Philippe de l'avoir soufflé en douce. J'ai pas des pistes de solutions sur la question de la démocratie, de reconstruire la démocratie. Je crois que c'est une palette de solutions. On a parlé, je crois, ce qui est fondamental, c'est, de mon point de vue, que là où on soit, quelle que soit sa situation, on a légitimité à participer aux choix qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on a tous légitimité à participer aux choix qui nous concernent d'un niveau national, global, puisqu'on est tous des citoyens, mais on doit tous avoir la capacité de participer aux choix qui nous concernent là où on vit, là où on travaille, là où on milite aussi, parce que la question de la démocratie, c'est aussi une question de démocratie interne aux organisations. Et donc, je crois que c'est ça. Et le deuxième élément, et donc ça c'est un premier axe fort. Le deuxième élément, c'est il ne faut jamais revenir sur nos valeurs et nos principes. Et c'est malheureusement bigrement d'actualité. La liberté de la presse, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, est un de ces principes fondamentaux d'une démocratie. Mais il y en a d'autres. La capacité
d'avoir des débats respectueux. Je crois qu'il faut qu'on se batte lorsqu'on veut reconstruire la démocratie. C'est l'ambition que vous avez fixée en termes de débat à cette table ronde. Eh bien, qu'on fasse l'effort de participer à la compréhension de la complexité des situations, à accepter des interlocuteurs qui ne pensent évidemment pas comme nous, qui ont des nuances, à ne pas susciter la défiance, à ne pas disqualifier celui ou celle qui ne pense pas comme vous. Vous savez, moi j'attends beaucoup, enfin je ne sais pas si j'attends beaucoup maintenant, mais en tout cas je pense qu'il y a une grosse responsabilité de ceux qui nous gouvernent dans le fait de reconstruire la démocratie et consolider la démocratie. Je crois aussi que c'est une responsabilité qui nous incombe à toutes et à tous, ne serait-ce que par la façon dont on mène le débat, la façon dont on construit des idées, dont on construit des propositions et dont on est en capacité de comprendre les complexités parfois pour aboutir à des compromis ou à un fait majoritaire. C'est finalement rien de plus que ça, la démocratie, cette capacité à ce que des intérêts contradictoires qui traversent la société, c'est inhérent à toute société, se confrontent dans un cadre pacifique, démocratique, se donnent les outils de cette confrontation et pour faire émerger soit un fait majoritaire, soit un compromis. Et dans ce cas-là, je crois qu'on est encore, on s'éloigne de plus en plus du ballon, pour prendre une expression sportive. C'est-à-dire que je crois que je ne suis pas rassuré, moi, je vous le dis franchement. Je pense qu'il y a une forme de précarité démocratique qui s'installe sur toutes les autres précarités de notre société et que s'il y avait un combat qu'il fallait mener aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est celui de ne pas laisser faire ce délabrement démocratique. Et encore une fois, il y a une responsabilité de ceux qui nous gouvernent, elle est extrêmement forte et on le voit dans les heures qu'on vit. Et puis, il y a une responsabilité aussi des organisations et même des personnes. Merci beaucoup, Laurent Berger. Dominique Méda ne pourra pas se reconnecter, elle a un problème de connexion, elle s'en excuse, mais je pense qu'elle avait déjà exprimé un peu sous forme de conclusion et de piste de solution son propos. Donc, Philippe Jachan, je vous laisse conclure voilà, de 3 minutes. Je vous remercie. Oui, merci à vous. Écoutez, je pense qu'on a évoqué beaucoup de sujets, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de pistes dans nos échanges. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui mériteraient d'être développés parce que, comme Laurent, je pense que ce sujet ne se règle pas avec par une seule entrée. Et il relève à la fois de la responsabilité première, évidemment, des élus et de ceux qui gouvernent, de respecter les institutions qui les portent et de les faire fonctionner comme il se doit. Ça, c'est indispensable, parce que tout écornement, en tout cas du fonctionnement institutionnel, diffuse de la méfiance et de la défiance. Donc ça, c'est évidemment une responsabilité première. Il y a aussi une responsabilité des acteurs que nous sommes, et c'est pour ça que j'ai parlé de co-responsabilité tout à l'heure. Je pense que la participation à la chose publique est une nécessité, donc, et je pense qu'aujourd'hui il y a une soif de ça dans la société, et qu'il y a beaucoup de solutions qui sont apportées par les citoyens un peu partout, et qui malheureusement ne trouvent pas aujourd'hui de débouchés réels politiques. Dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de lieux, les citoyens se regroupent, fabriquent ensemble des solutions par eux-mêmes d'une certaine manière et refabriquent du commun. Et je pense qu'il faut absolument regarder ça, capitaliser dessus et travailler dessus, parce qu'il y a là des formes d'innovation, en tout cas nouvelles, pour ce que j'ai appelé la réinvention de la fabrication des politiques publiques ou de l'action publique, et qui est essentielle parce que on a besoin, justement, à mon avis, de réussir le mariage indispensable entre horizontalité, c'est-à-dire participation, et logique de représentation, parce qu'elle est nécessaire et qu'il est nécessaire à un moment qu'il y ait des arbitrages qui soient donnés et qu'il y ait des élus qui assument leurs fonctions, voilà, mais de façon différente, et sortir d'une logique très descendante qui, malheureusement, dans notre pays, reste une réalité permanente. Et peut-être le dernier point, je pense sur la question économique, on n'a pas assez parlé de ça, mais il faut revenir à l'économie réelle, c'est-à-dire que
nous sommes aujourd'hui quand même encore dans un système extrêmement financiarisé où les lieux de décision sont très éloignés et on voit bien d'ailleurs la crise aujourd'hui qu'on vit, elle touche de plein fouet l'économie réelle. Je suis moins sûr qu'elle touche la finance et il faut prendre garde aux dégâts justement que ça va causer à l'économie réelle à la sortie. Donc ça, c'est un sujet aussi évidemment essentiel de mon point de vue. Voilà, très rapidement, c'est très loin d'être une condition exhaustive et je m'en excuse, mais le sujet est essentiel. Je crois qu'on a fait le tour de beaucoup d'idées ici qui mériteraient d'être évidemment creusées et débattues encore. Merci encore. Merci beaucoup. Tout à fait, toute une série d'idées qu'on va pouvoir continuer à creuser. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Philippe Jachand, très rapidement, sur le foisonnement d'initiatives avec des solutions et des réflexions très concrètes partout dans les territoires. Et justement, les journées de l'économie autrement mettent en avant et en valeur et permettent une expression de toutes ces initiatives. On se donne rendez-vous pour 2021 et si possible, in situ à Dijon. Je vous remercie infiniment nos trois intervenants pour la qualité de tout ce que vous avez pu nous apporter sur ce débat et plein de pistes comme Philippe Frémaux aimait qu'on en parle, c'est-à-dire regarder la complexité, la difficulté des sujets, mais aussi réfléchir à ce qu'on peut faire très concrètement et je vous remercie de l'avoir fait. Donc, merci beaucoup à Laurent Berger, merci beaucoup Philippe Jachand, merci beaucoup à Dominique Méda, peut-être qu'elle nous entend encore, même si elle ne peut pas s'exprimer. Nous arrivons au terme de ce débat, mais restez avec nous car je passe tout de suite la parole à Jérémy Dousson, donc directeur général d'Alternatives économiques, et pour le banc bourguignon autrement. Oui, bon, merci Catherine et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, ou plutôt, oui, je disais bonjour à toutes et à tous, ou plutôt au revoir, puisqu'il est maintenant temps de clôturer cette 5e édition des Journées de l'économie autrement. Alors, comme chaque année, nous allons clôturer ces Journées de l'économie autrement avec un banc bourguignon. Ce sera le premier banc bourguignon en ligne de toute l'histoire des Journées de l'économie autrement, histoire qui commence à être longue. Donc, nous pouvons l'appeler le banc bourguignon autrement. Et vous allez toutes et tous pouvoir y participer de chez vous parce que les Français ne le savent pas, mais il y a des émoticônes banc bourguignon. Donc, je vous laisse les chercher sur le chat, les trouver et les utiliser. Et puis, c'est Denis qui tout à l'heure, là, dans peu de temps, Denis Hameau, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui va lancer ce banc bourguignon. D'ailleurs, Denis, avant de te laisser la parole 2 minutes, et pour qu'on se sente moins seul au moment du banc bourguignon, je demande à l'équipe d'Alter Eco, qui est dans les locaux d'Alter Eco au QG, comme on dit, donc depuis hier, de monter sur scène pour ce banc bourguignon autrement. Alors, une équipe d'Alter Eco qui appuie avec succès depuis nos organisatrices de choc, nos organisatrices chevronnées des UEA. Du beau boulot, hein. Voilà, les indispensables, les sémillantes, Aurélie Passerelle et Valérie Moy. Un grand merci. Ah, je me permets de couper votre micro, hein. Donc, un grand merci, applaudissez-les et encouragez-les sur le chat, c'est mérité. Et puis, au passage, je vois que les consignes sanitaires et les gestes barrières, le port du masque sont parfaitement respectés, donc c'est super. Le responsable légal d'Alter Eco n'aura pas de problème, c'est très, très bien. Et puis alors, vu qu'ils sont là, j'ai invité aussi à monter sur scène le comité de pilotage des Journées de l'économie autrement. Donc Jean-Louis Cabrespine, qui est ancien président du CNCRES et membre du CESE. Alors il y avait puis elle est repartie Océane Charré-Godard, élue à Dijon Métropole et vice-présidente également à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, j'ai invité, alors elle est peut-être plus là, Camille Dorival, qui est ancienne PDG d'Alter Eco et qui, à partir de l'année prochaine, c'est elle qui prendra la suite de Philippe Frémaux sur la programmation de ces journées. Voilà, alors pendant que tout le monde monte sur scène et cherche les émoticônes qui vont bien, Denis, à toi la parole. Écoutez, je vais dire quelques mots rapides. Finalement, quand on regarde
tous les débats qu'il y a pu y avoir et cette dernière table ronde, si on ajoute l'ESS, le climat, les objectifs de développement durable, on a en réalité un projet politique, économique et démocratique devant nous, et que j'ai la faiblesse de penser plutôt de gauche. Après, je pense que la question fondamentale à laquelle on s'attaque, c'est la question de la confiance dans notre société, à la fois des élites qui doivent plus être dans le réel, et puis la question aussi du central et du local, et comment les délibérations peuvent se faire en écoutant les besoins des populations, et pas en étant persuadé qu'on fait le bien des gens malgré eux. Et je pense que c'est ça la politique, c'est d'être dans la complexité de tous ces sujets-là. Enfin, c'est les 5e JEA qui sont là sans Philippe. Alors évidemment, on est tous tristes, mais de là où il est, je pense qu'il est fier du travail que vous avez tous accompli et que chacun de nous a accompli avec sa contribution. Et ça, c'est formidable. Et moi, j'ai juste envie de vous dire que pour moi, les 6e JEA sont une évidence en 2021. Alors, ce sera plus facile à Dijon puisqu'on a été élu et qu'on espère bien garder et gagner la région, ce qui nous permettra d'être sûr que ces JEA se feront en 2021. Mais c'est aussi une manière de traduire que ces JEA qui ont été vraiment élaborés, pensés par Philippe et toute une équipe avec lui, c'est aussi un choix politique pour faire de la politique au bon sens du terme, au sens noble du terme, et pour, d'une certaine manière, essayer de faire changer les choses. Voilà, et je pense que chacun de nous, à travers ces moments, ces 5 années déjà, et nous espérons la 6e, nous aurons contribué à faire avancer les choses. Et il nous reste à passer de la réflexion à l'action. C'est à ça que servent les élections aussi. Voilà. Merci Denis. Et donc, place au banc bourguignon final, la tradition pour clôturer les journées. Alors, il y a 2 sondages qui tournent pour voir un petit peu votre connaissance en banc bourguignon et pour voir s'il y a besoin d'une formation. A priori, oui, une majorité ne connaît pas. Donc, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Répétition. Comment ? On va faire une répétition avant. Pour que tout le monde voit bien à quoi ça ressemble, grandeur nature, nous allons vous reprojeter la courte vidéo de 2 minutes 30 qu'on a passée hier. Pour rappel, c'est une vidéo qu'on a réalisée lors des JEA de 2017, donc il y a 3 ans, dans laquelle Philippe Frémaux nous présente les JEA et il y a un banc bourguignon au milieu. Et puis surtout, ça nous permet de laisser à Philippe le dernier mot. On lui le doit bien. Et après tout, comme je disais hier, encore aujourd'hui, c'est Philippe Frémaux qui parle le mieux des JEA. Et puis, tout le monde verra ce qu'est un banc bourguignon en présentiel. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, espérons que dès l'an prochain, on aura à nouveau droit à ce genre de banc bourguignon. On peut lancer la vidéo. Denis, c'est à toi. Tout le monde sait ce qu'est un banc bourguignon maintenant. Voilà, il suffit de lever les mains comme ça, vous voyez. Voilà. Alors vous faites la 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 la. Ouais. Bravo, merci à tous. Bravo et merci. Bonne fin de journée, bon week-end et à l'année prochaine. À bientôt. Merci Jérémy, merci à toute l'équipe d'Alter Echo. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toute l'équipe. Ouais.